Tout dans l'univers est une forme d'énergie en vibration, comme le soulignait Nikola Tesla, lorsqu'il déclarait que l'univers est constitué d'un seul matériau et d'une seule énergie ultime, vivant dans toutes ses incarnations. Cette perspective est également partagée par les anciens Égyptiens, qui affirmaient que le tout est esprit, l'univers est mental. Ainsi, la clé fondamentale de la manifestation réside non pas dans les cieux, mais en nous-mêmes. En changeant notre état d'esprit et en alignant nos pensées et nos émotions sur nos désirs les plus profonds, nous ajustons notre vibration pour correspondre à la fréquence de la réalité que nous souhaitons manifester. C'est comme régler une radio pour capter une station précise. En ajustant notre fréquence, nous alignons notre réalité avec nos aspirations les plus élevées. C'est ça, la loi de l'attraction. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre e-book offert, intitulé « Les 5 clés de la réussite ». À l'échelle humaine, nous percevons souvent la réalité comme une dimension fixe et certaine. Mais d'où viennent nos idées de la réalité et où nous ont-elles menés jusqu'à présent? Au début du XVIIe siècle, de nombreux philosophes, dont René Descartes et Isaac Newton, ont commencé à étudier l'univers afin de mieux le comprendre. De là est née la physique newtonienne, soit l'étude de la matière. La physique newtonienne est consacrée à l'étude du monde matériel, soit des lois qui gouvernent la réalité matérielle, telles que la gravité, l'espace-temps, la relativité générale, ce qui nous permet par exemple de prédire les mouvements des planètes ou encore la durée d'un trajet en voiture. À l'inverse, tout ce qui concernait le spirituel, soit le monde immatériel, était davantage étudié par les religions, et ainsi, l'étude de l'univers a été divisée en deux parties, le spirituel et le matériel, soit l'esprit et la matière. Au fil des siècles, la société s'est développée, et aujourd'hui, dans de nombreux pays, c'est la physique newtonienne qui est enseignée à l'école. Ainsi, les idées et croyances que nous avons de la réalité se sont construites uniquement sur la physique newtonienne, soit sur l'étude de la matière. Or, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas complet. Ce n'est en quelque sorte que l'aspect matériel de l'univers. Mais rappelez-vous, comme l'avait affirmé Nikola Tesla dans son dernier interview avec John Smith en 1899, je cite, « L'énergie est venue en premier, puis la matière. Pour réellement comprendre et parvenir à créer la réalité de vos rêves, il faut donc parvenir à comprendre les lois de l'univers immatériel, car c'est de l'énergie que naît la matière. » Comme il est inscrit dans le Kybalion, un ancien texte traduisant les écrits hermétiques de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce, je cite, « Les lois de la vie sont plus importantes que la matière de la vie, parce que connaissant les premières, nous dominons la seconde. » Mais comment notre esprit pourrait-il influencer la matière? Il faudrait une interaction, quelque chose qui unit l'esprit et la matière pour que celui-ci l'influence. Alors, quel est ce lien? Eh bien, c'est justement ce que nous allons découvrir. Dans les anciens écrits hermétiques égyptiens, des textes anciens associés au dieu Thoth ou Hermès Trismégiste, ceci explique que tout ce qui se trouve dans l'univers crée une onde, et cette onde fait tout bouger. C'est de là qu'est né le principe de cause et d'effet, expliquant que toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ainsi, la vibration est le lien qui unit l'esprit et la matière. Les hermétiques avaient défini cette loi universelle comme le principe de vibration, affirmant que rien ne repose, tout remue, tout vibre. Pour mieux comprendre ce lien entre la vibration et la matière, des chercheurs ont mené des expériences de cymatique. Une expérience de cymatique permet de visualiser la forme matérielle des ondes sonores. Regardons la vidéo suivante pour mieux comprendre. Tout d'abord, les chercheurs ont placé de l'eau dans un bocal, puis ils ont mis une musique, celle des chants composés par Hildegard von Bingen. Ils se sont aperçus que la vibration de leur voix à travers leurs chants influence la structure même de l'eau, lui donnant certaines formes géométriques complexes. Chacun de leurs mots prononcés crée une vibration différente, et chaque vibration crée une forme différente dans la matière. Par la seule vibration de leur voix, ils parviennent à modifier la structure de la matière. Une expérience similaire est celle de la plaque de Chladni. Sur celle-ci,
le chercheur place du sable fin sur une plaque métallique. Puis à l'aide d'une corde, il fait vibrer la plaque. Chaque vibration transmet une fréquence différente, et chaque fréquence crée une forme différente sur le sable. La matière qui est donc le sable se structure en fonction de la fréquence à laquelle il vibre. Maintenant, lorsqu'on observe autour de nous et qu'on fait le lien avec la nature, on se rend compte que chaque forme qu'adopte la matière dépend de la fréquence à laquelle elle vibre. La forme des flocons de neige, par exemple, dépend de la fréquence à laquelle l'eau vibre quand elle se cristallise. Ainsi, la forme des flocons de neige va dépendre de la vibration de l'eau. Le docteur Masaru Emoto avait mené une expérience à ce sujet que l'on pourrait nommer le miracle de l'eau. Dans celle-ci, il démontra que l'eau a une mémoire. Pour parvenir à cette conclusion, il plaça de l'eau dans des bocaux, puis il les exposa à différents stimuli. Certains furent exposés à des mots grossiers et des insultes, et d'autres à des mots d'amour et des musiques apaisantes. Ensuite, il congela ces bocaux. Lorsqu'il les sortit du congélateur, il s'aperçut que les cristaux formés par l'eau avaient chacun une structure différente. Ceux exposés à des vibrations négatives, comme les insultes, avaient formé des cristaux déformés. Et à l'inverse, l'eau exposée à des mots d'amour et des musiques apaisantes avait formé des cristaux harmonieux. Mais ce qui est réellement intéressant avec cette expérience, c'est lorsqu'on fait le lien avec notre corps, qui est justement constitué à plus de 60% d'eau. Et plus important encore, notre cerveau lui-même est constitué à environ 73% d'eau. Neuroscientifiquement, les émotions sont démontrées comme étant les résultats chimiques d'expériences passées. Au fur et à mesure que nos sens enregistrent des informations environnementales, des groupes de neurones les organisent en réseaux. Chaque fois que nous activons ces réseaux neuronaux en émettant une pensée et en ressentant une émotion, nous générons des signaux électriques qui influent sur ces groupes. Ces signaux émettent des ondes porteuses de l'information de nos pensées qui, telles des ondes de cymatiques, influencent la matière. Ainsi, nos pensées et émotions modèlent la structure de notre corps, expliquant des phénomènes comme l'effet placebo. Mais maintenant, allons encore plus loin. Qu'est-ce qui active ces neurones? Qu'est-ce qui active notre cerveau? Quel est l'élément qui transmet cette énergie? Eh bien, cette énergie, ce lien invisible qui unit l'esprit et la matière, c'est la conscience. Notre conscience est ce lien invisible entre l'esprit et la matière. Et comme le dit le neuroscientifique Joe Dispenza, la conscience, c'est-à-dire notre esprit, façonne comme de l'argile l'énergie des possibilités infinies. Dans nombreuses de mes vidéos, nous avons vu que les physiciens ont démontré que l'univers est constitué à 99,9% d'énergie, de fréquence et d'information, et que le monde subatomique de l'infiniment petit qui structure l'univers était basé sur des probabilités plutôt que des certitudes, contrairement au monde macroscopique. Ainsi, lorsque les chercheurs ont étudié les atomes, et plus précisément les particules de matière qui les composent, ils se sont rendus compte que ces particules de matière pouvaient à la fois se comporter en ondes, soit en possibilité infinie, ou en matière, soit une seule possibilité. Et l'élément qui permet d'engendrer ce changement d'état, faisant passer l'onde à la matière, soit le champ infini de probabilité qui est l'énergie à une seule probabilité qu'est la matière, c'était l'esprit. Les scientifiques appellent cela un effondrement de la fonction d'onde, soit une réduction du champ infini de probabilité à une seule probabilité qu'est la matière. Ainsi, on comprend mieux la phrase de Nikola Tesla lorsqu'il affirmait que l'énergie est venue en premier, puis la matière. En raison de cet effet d'observation, la matière physique ne peut exister ou se manifester que si nous l'observons, c'est-à-dire si nous la remarquons et lui prêtons attention. Et lorsque nous ne lui prêtons plus attention, elle disparaît et s'évanouit, retournant à l'état énergétique, soit de possibilités infinies. De la sorte, la matière est en constante transformation. Oscillant entre deux pôles, elle se manifeste à travers la matière puis disparaît sous forme d'énergie, environ 7,8 fois par seconde. Et comme l'esprit humain, en tant qu'observateur, est intimement connecté au comportement et à l'apparence de la matière, nous pourrions avancer que l'influence de l'esprit sur la matière est une réalité quantique. Il existe autant de mondes qu'il y a d'esprits pour les créer. Tout ce que vous voyez et expérimentez en dehors de vous-même est déterminé par vos systèmes de croyances, votre perspective et votre attitude.
Votre point de vue change vos perceptions. Et vos perceptions de tout ce que vous voyez ne sont que le reflet de vous. Le conseil le plus sage que j'ai entendu jusqu'à présent est de suivre votre plus grande excitation, de suivre votre plus grande joie, quelle que soit la manière dont vous voulez la dire. Il n'est pas nécessaire de vous préoccuper de la manière dont vous allez acquérir l'abondance. La définition de l'abondance est d'avoir ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Que cela soit fourni sur la base du maintien d'une fréquence élevée de joie et d'excitation. Cela viendra littéralement à vous lorsque vous serez en alignement avec lui. Si vous vous trouvez dans une expérience qui n'est pas en accord avec votre plus grande excitation, vous devez vous demander ce qui, selon vous, permet à cette expérience de se produire. Demandez-vous ensuite ce que vous devez croire pour que votre expérience, qui correspond davantage à votre enthousiasme le plus élevé, ait lieu. Ainsi, si vous êtes vraiment déterminé à changer votre vie, reflétez simplement le changement que vous souhaitez voir. Pour voir quelque chose, il faut d'abord y croire, et non l'inverse. Ainsi, peu importe ce que l'expérience extérieure reflète sur vous, lorsque vous continuez à croire en quelque chose de tout votre cœur et que vous pouvez vous immerger dans l'état émotionnel que la croyance suscite en vous, un état de vibration élevé, elle se manifestera dans votre réalité physique. Certaines choses se produisent plus lentement, d'autres plus rapidement. Nous sommes à une époque où les choses se produisent de plus en plus vite, y compris vos manifestations, et il est donc sage d'être toujours attentif à vos pensées. Lorsque vous parviendrez à cet endroit, au-delà de toute croyance, qui est la connaissance, c'est à ce moment-là que ce que vous savez deviendra ainsi. Si vous voulez savoir comment reprogrammer votre esprit pour réussir, je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel je vous partage les 5 clés de la réussite. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.